at POC21, one of the main instigators of POC21, and an expert in open source technology and systems. Could you tell us a little bit about what we just saw there and how that addresses some of the issues through technology of climate change? Yeah, so this is basically a short extract from a documentary that is going to be released next week about POC21. So POC stands for Proof of Concept. And the idea was to demonstrate a potential new mode of production that would be potentially more sustainable and decentralized and based on open source technology. So what open source means, it means that there is no patent. The knowledge is shared for free. And we believe that a way of making things based on open source and decentralized technology has a lot of potential benefits. One is, for instance, that you could mutualize knowledge and efforts to invent solutions to issues like climate change, resource depletion, social issues, etc. The second one is that when a product is open source and you can basically see through it, see the materials and the processes, maybe you could get a little better in understanding how it's made, how you can repair it, how you can make it evolve, and not have closed black boxes like iPhones and technology that is completely proprietary that we cannot understand. The third one would be that would be local manufacturing. So that's what we are beginning to see through Fab Labs, and we have cities like Barcelona who try to put Fab Labs and such facilities in different parts of the city. The vision is that they want to relocalize 50% of products the way they are made in the city. So you don't have super long and super carbonized supply chains where products are made in India, China, and they go through containers and boats and planes, and they do many kilometers to arrive in a place where people don't know how they are made. They just consume it and then throw it away. And the fourth point would be that it would change the way that people like the relationship they have with products, because if you know how it's made, hopefully if it's made locally, if you can act on it, repair it, or maybe make it yourself, maybe you wouldn't be in such a mindset where you would just take it, use it, and throw it away. So that's what we try to demonstrate through this project by bringing 12 of these projects in an accelerator in a castle for 5 weeks to develop 12 prototypes in this concept. And once we get these concepts and products and ideas made, how do we go about getting them out there into the world and have people's behavior changed for adaptation to start using them? I would say the first thing would be to make people aware of them, and that's one of the main things we try to tackle with that project, because we see a lot of people who try to develop these new sustainable projects through Fab Labs and open source, but it's very niche today. It speaks to the ecosystem, to geeks, to people that are into it. My parents, my sister, they don't know that. They don't go to these kind of spaces. They don't know how to use these tools. And what we try to do is to bring a new narrative, and to do that in the context of the COP21, to show the stories of these people who develop this project, to show that it's not so complicated to engage into making your own things or using something that has been made open source, and try to democratize them, to have the media tell their story. So that was our main objective. Avant qu'on présente Guy Philippe, je voulais juste une petite réaction de Philippe peut-être sur ce projet. Je pense qu'il y a plein de choses très très bien. Enfin, il y a quand même on va dire qu'il y a un peu de génétique commune, parce qu'il y a effectivement la capacité à se réapproprier des choses qui vont être plus réparables, plus modulaires, a priori plus simples. Et puis, comme dans beaucoup d'aspects de notre vie moderne, le pire côtoie le meilleur, je dirais. C'est-à-dire que j'imagine que ça aide à avoir des financements, des sponsors, des aides, s'il y a 2-3 imprimantes 3D, 2-3 machins un peu numériques, et qu'on explique qu'on va shipper tout ça dans le monde entier en temps réel, ça aide un peu. Alors finalement, je pense que pour fabriquer vos trucs, vous auriez réussi à le faire sans l'imprimante 3D quand même, à mon avis. Donc voilà. Après, sur les objets eux-mêmes, j'ai été faire un petit tour sur le site, mais le but n'est pas de démonter le truc. Je pense qu'il y a des trucs assez sympas, vont très bien, puis d'autres moins, quoi. Il y a peut-être se défendre Benjamin, mais je pense qu'il travaille beaucoup sur les process plus que sur juste ce qui a été fait. Mais effectivement, j'ai beaucoup pensé à vous pendant la vidéo. Effectivement, on n'a pas été complètement low-tech, on n'a pas été complètement high-tech non plus, et c'est vrai que
Dans les projets qui ont été développés à POC 21, donc il y avait par exemple un projet qui s'appuyait sur des panneaux solaires photovoltaïques. Donc pour le coup, c'était un système modulaire pour les zones non raccordées au réseau électrique. Donc là, on est un peu sur du high-tech. Et à côté de ça, on avait un tracteur à pédales, où là, pour le coup, l'idée, c'est d'apprendre aux agriculteurs à fabriquer leur propre outil de culture, mais qui fonctionnent à l'énergie des cuisses, pour le coup, qui peuvent réparer eux-mêmes et améliorer. Donc on avait un peu les deux. On n'a pas choisi d'être complètement low-tech ou complètement high-tech. Je précise que vos innovations seront exposées à 104 la semaine prochaine, Absolument, à partir du 4, à partir de lundi prochain. du 7, donc du 7 au 11. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez y faire un tour, comme ça vous verrez les projets de près. Joe, je te laisse présenter Guy Philippe. Yes, we'll move on to Guy Philippe Goldstein, who is an author and an expert in cyber warfare. And he's going to say a few words today about the connection between cyber warfare and climate change. Indeed, thanks for the intro. So in English, right? Yes. All right. Please. We just saw with Benjamin great examples of cooperating behavior and the importance of cooperating among agents, and perhaps also to think about how you can make things better for the whole planet. And actually, when you asked me, Joe, to intervene on this panel, I was thinking of how much community there exists between two major uncooperative behaviors. One, which is actually the very reason why there's this conversation today, which is climate change, which is basically the use of energy technology without thinking about all the effects for our species on this planet. And then another type of threat for our species, which is more of my somehow specialty, which is the issue of, say, cyber warfare or whatever could go wrong with cyber stuff. And here I see many communities, both because there are two global phenomena. One, of course, that tackles the issue of the whole planet. The other one, because cyberspace in itself is a global thing, and each layer of software doesn't just stop at any frontier, but covers the whole span of human activities. And to me, it shows that there are three main, say, necessities that are shared on those two topics, and perhaps there's elements that one can learn from the other, that struggle on climate change can learn on cyber warfare issues and back and forth. There is evidently a necessity for collective action. That's obvious for defending our planet, because it's a sphere. And again, as I said, it's the same for cyberspace. Any flaw you may have on a software somewhere in the world may have a repercussion all over the cyberspace place, because you do use some software all across the globe. There is also an importance of at least sharing information. So that's some of the positive things that you see for climate change in terms of the establishment of the IPCC and the fact that there's at least places where some sort of scientific consensus can be established. And that's perhaps something to be learned for the cyber warfare community, because we don't have that much of a sort of consensus. We do have lots of exchange of information. There is now an ongoing understanding that we need to go forward toward model of collective defense. But in a way, we're not there yet, sometimes for obvious reasons, which is a national power. And still, we see in terms, again, of necessity of collective action that what happens on climate change may not be a model for cyber warfare and the threat of cyber warfare. The reach for consensus that we see is at the heart of all those conversations of COP21 and all that. Seems to be extremely difficult to achieve, and for sure will be extremely difficult to achieve in the more political national power context of cyber warfare. So here we see maybe we should move away from a model of consensus and perhaps build circles of confidence that somehow, step by step, we can enlarge. The second point, the second necessity is the one to have a scientific approach. That is something that actually struck me both for the issue of global warming, which has been at the very start a scientific debate. And that's also a model for global warfare and the way you think about global defense.
In both situations, we see that there's still lots of difficulties to evaluate precisely what is going to happen, and that's an issue for triggering action. But we do see something in the climate change environment that people in the cyber warfare communities could learn from, and basically that's the issue of simulation. And one thing that I want to stress is that a large reason why we're talking today about the issue of climate change is because of guys like James Hansen, who in the early 1990s set up a climate model and showed that, for example, the Pinatubo explosion, the volcano of Pinatubo, there were release of sulfur dioxide that would actually predict that in the next 12 months afterwards, you would have a reduction of global temperature. And because that first model was proven right, the other prediction from James Hansen, that is the release of CO2 would actually rise the temperature, thus was started to be believed in. So we see here, perhaps for the first time in mankind, the political importance of a simulation model. And I think that's something to be thought of for the cyber warfare community. Because when we talk about cyber defense, we talk about very complex models, which are nation states model. And perhaps the only way we can really achieve prediction of what happens is through simulation. And the very last point is that those both of us issue, climate change and what could go wrong with cyber, are very important threats that may happen in this century. And where actually I may be even less optimistic with regards to actually cyber warfare versus climate change, that climate change, we don't know exactly when things in terms of years, in terms of decades, things will really go wrong. But somehow we understand that we may have at least 1 or 2 generations somehow before we see things. We need to act before that, but we may see very bad things perhaps in only 30 or 50 years. With cyber warfare, and if things really go wrong with cyber warfare, we may see very bad things leading to other political issues actually much sooner, perhaps in the next 20 years from now. Wow. What's the level of conversation between the two communities? Or between the climate change, I'm not sure there's any, to be fair. But it's still, that's an interesting point to explore, because I think that, again, thinking about two main global issues which may threaten the life of our species on this planet, there may be things that can be learned from one to the other community. So definitely something to perhaps start exploring. Excellent. Great. Thank you all. We're going to open it up to some questions from the audience. Again, you could ask your questions in either English or French. Hi, I'm Camille, and to be quick, I will speak in French. I'm sorry. Bonjour Camille. Je vais un peu parler de moi. J'ai construit une maison bioclimatique et la seule technologie à l'intérieur pour chauffer la maison, enfin il y a 2 technologies. La première, c'est des murs qui sont derrière des vitres et qui chauffent grâce au soleil par effet de serre, et comme ça on chauffe toute la maison. Et c'est simplement parce qu'elle est bien isolée et qu'elle est en bois, le bilan carbone est tout à fait correct. Donc, je veux dire, il y a des choses simples à faire qui fonctionnent bien. L'autre question, c'est est-ce que, par exemple, est-ce que c'est mieux de... Par exemple, je suis illustrateur. Donc, si j'envoie un dessin à Paris, alors que j'habite le sud de la France, par la poste, je l'imprime, il fait des centaines de milliers de kilomètres, est-ce que j'ai quand même pas plus intérêt de le digitaliser et de l'envoyer par mail? C'est pour moi le bilan carbone, l'ACV, l'analyse de cycle de vie multicritère du mail versus le truc. Tout le monde s'y casse un peu les dents. Ça dépend combien de temps on a passé sur l'ordinateur. Est-ce qu'avant ça a été dessiné à la main ou direct sur l'ordinateur? Est-ce qu'on a scanné? Est-ce qu'on n'a pas scanné? Est-ce que le truc va prendre le train, va prendre le camion? Donc, je vais pas dire la complexité du monde fait que je me demande si on peut répondre à cette question. Mais simplement sur l'usage du net. Je dis pas qu'il faut jeter le bébé avec l'eau du bain.
Oui, c'est formidable de pouvoir s'échanger un email entre un chercheur australien et puis un truc, ou même d'envoyer des plans d'un truc super sympa révolutionnaire qui permet de prendre une douche de 20 minutes en faisant croire qu'elle est de 3 minutes. C'est très bien. Mais, non, franchement. Mais il y a un effet rebond, c'est du coup tout le monde, là, les gens passaient 3 minutes puis ils vont passer 20 minutes. Mais simplement, tout Wikipédia en anglais, ça tient sur 2 CD. La connaissance de l'humanité hors POC 21 tient sur 2 CD. Et pourtant, on s'envoie des térawatts, des pétawatts, des zétawatts, je sais plus, des 10 puissance 18 et des machins, et on installe des câbles transocéaniques chaque année pour accompagner la croissance du trafic et tout. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui servent à rien. Alors pourquoi ? Parce que dès qu'on met de la vidéo, dès qu'on s'envoie des photos de haute résolution, on télécharge en streaming tous les blockbusters et les machins, et Gangnam Style et tous ces trucs-là. Voilà, c'est ça Internet. C'est 99% du trafic qui sert à rien, avec une dictature du temps réel, qui oblige à backuper des serveurs sur Facebook, Twitter, machin, dans à plein d'endroits dans le monde, parce que c'est le temps réel, il faut que je tweete et que ça soit là en temps réel, à backuper avec 2, 3, 4 trucs derrière, parce que ça doit jamais tomber en panne. C'est hors de question qu'Amazon tombe en panne pendant 27 secondes. Etc., etc. Donc c'est ça le problème, c'est l'usage qu'on fait. Il y a un tel effet rebond. Donc il y a plein de gains de productivité d'ailleurs, enfin de gains énergétiques. Les centres de données, les data centers, ils consomment de moins en moins chaque année par unité, disons, de puissance ou de stockage. C'est énorme. Ils abattent le truc. Il y a une loi de Moore dans l'efficience énergétique. Mais sauf que l'effet rebond est tellement gigantesque qu'on continue à en installer et puis qu'il va falloir en ouvrir de la centrale à charbon pour nourrir tout ça. Voilà. Donc c'est ça le truc. Donc j'ai pas la réponse exactement, mais on a un problème un peu dans l'usage du net et je dirais que le netizen moyen, j'ai appris ce mot là sur le site tout à l'heure, là on en a regardé un peu le truc.org là. Le netizen moyen, j'ai peur qu'il effectivement soit un peu consommateur de grosses photos que je tweete à 3, 4, 5 mégas parce que maintenant c'est la résolution de base, etc. Et youm bla boum, et tout ça, ça finit par faire beaucoup, et tous les emails qu'on n'efface pas et tout, voilà. C'est pas sur truc.org, mais en tout cas, on leur fait des trucs. Avec Flora, il y a peut-être des questions. We have the questions from online, I believe. Yes. Example about practical example of what we're talking about. Can you talk about other example like Nomad des Mers, for example, who propose low-tech solutions? Just can you give other examples that already exist and show that we can do low-tech solution and be effective? Alors on a une génétique commune là aussi avec Corentin de Châtel-Perrot. Enfin, on est effectivement pas nombreux à pousser ce mot de low-tech. Et alors lui, il est arrivé par une autre voie. C'était un peu au départ des technologies qu'elle est effectivement accessible facilement à des pays du Sud avec des matières premières locales, etc. Mais c'est hyper intéressant ce qu'il fait. Et maintenant, c'est en train de se redévelopper et de revenir sur les pays entre guillemets développés. Je ne sais pas ce que ça donnera, mais il y a une vraie dynamique intéressante. Alors d'autres exemples, il y a des gens qui montent des recycleries. Il y a des gens qui montent des ateliers d'upcycling de vélos pour récupérer des vieux vélos et qui les remontent. Il y a des gens qui ouvrent des magasins de vrac. Il y a des gens qui se mettent ensemble pour lutter contre la prochaine autoroute qui sert à rien. Enfin, voilà, c'est plein d'initiatives dans tous les sens. Il y a des gens qui décident de prendre leur douche froide, d'autres qui mettent un pull et qui vont moins chauffer. J'en sais rien. Voilà. Pour moi, il y a plein de niveaux différents. Il y a un niveau personnel, mais ce niveau personnel, il est très compliqué parce que les achats, c'est un sport de combat, aurait dit Bourdieu. On est enchâssé dans un système qui a une économie poussée. Le consommateur n'est pas roi. Le consommateur, c'est que dalle. Et on sauvera pas le monde par le consommateur parce qu'en fait, on prend ce qu'il y a dans le rayon. On a un peu le choix de temps en temps. Ou alors, il faut passer à plein temps en circuit court et c'est très compliqué. Et donc, il faut travailler ce niveau-là, bien sûr, mais aussi des niveaux un peu locaux et territoriaux. Et puis, à un moment, sans doute aussi des niveaux nationaux et internationaux. Mais c'est là que ça devient plus dur. Great. We have time for one last question from the audience. Someone has one. Hi, what's your view of, say, solar cells, which need to be created, but of course then generate renewable energy? And sort of the second part is, can you quantify where we are in terms of our consumption of rare metals? I'm not sure I've understood the second part of the question. Please reword. Can you quantify how many sort of rare metals do we have left? How much do we have left? Okay, you want an investment advice? What you put under your bed? It's not for free. I'm joking.
Alors, sur les panneaux solaires, en fait, je suis pas contre les énergies renouvelables, évidemment. Je suis pour les énergies renouvelables. Mais je suis contre les énergies renouvelables où on n'aura pas d'abord travaillé d'abord et en même temps travailler le levier de la sobriété. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on installe aujourd'hui, ne fait qu'accompagner la croissance. C'est comme ça. Alors après, sur les panneaux solaires, il y a différentes technologies. Tout à l'heure, c'était mentionné par une personne qui était sur le plateau précédent. C'est-à-dire qu'il y a des choses avec des couches minces. C'est pas des terres rares, mais c'est des trucs comme le gallium, l'indium, c'est des métaux rares. Donc là, effectivement, quand on essaye d'optimiser technologiquement le rendement du panneau solaire, c'est-à-dire ce qui tombe et ce qui repart, c'est moins bien d'un point de vue de consommation de ressources que ce qui est silicium. Il faut savoir que dans un panneau silicium, malheureusement, il n'y a pas que du silicium non plus. Par exemple, il y a des contacteurs en argent. Alors, ils commencent à essayer de faire des contacteurs en cuivre, des trucs un peu différents, ou des contacteurs en aluminium, qui est un peu autre chose. Et puis derrière le panneau solaire, c'est du courant continu. Il faut passer en courant alternatif. Donc, il peut y avoir un convertisseur, enfin un onduleur. Donc ça aussi, ça contient du cuivre, du machin, des trucs. Et donc, au kilowattheure ramené, les bilans sont d'ailleurs très difficiles à faire, mais c'est consommateur de métaux. Après, il y a d'autres aspects sur le solaire, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par le photovoltaïque non plus. Faut passer par la concentration, faut passer par le thermique. Pour l'eau chaude, c'est complètement ridicule de mettre des panneaux solaires sur un truc pour alimenter ensuite un ballon d'eau chaude électrique. Il faut mettre un panneau tout simple, peint en noir, et puis avec une pompe. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut regarder. Donc tout n'est pas acheté nulle part à chaque fois, mais il faut essayer de regarder ça avec une dimension qui n'est pas uniquement une dimension carbone, mais aussi une dimension ressources. Merci beaucoup. Oui, pardon, et alors qu'est-ce qui va tomber en panne en premier ? C'est impossible à savoir. Déjà, on s'est planté sur le pic de pétrole, le pic de gaz, le truc. Alors, le pic de cuivre et le pic de nickel. En fait, il y a plein d'effets. Il y a l'effet géologique et minier. Ça, c'est déjà une complexité en tant que telle. Et après, il y a plein d'effets dans les métaux qui n'existent pas dans le pétrole. C'est la question du recyclage. On peut recycler plus quand même. On devrait, il faudrait. Même si c'est compliqué, on peut le faire. Et puis, il y a la question de la substitution. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent... Voilà, quand il y a une tension sur une matière, hop, le prix monte et les industriels substituent. Voilà. Donc c'est difficile de le dire, mais on va dire, pour faire un pari, c'est des métaux qui sont difficilement substituables. Voilà, on n'a rien trouvé pour faire de la soudure, y compris la soudure électronique de tous vos smartphones, de mieux que l'étain, parce que c'est un point de fusion qui est très bas. Et donc le seul truc, c'est le plomb, et alors ça, c'est fait exprès pour dire qu'on a fini, c'est ça le flash? Non, non. Pas du tout. We're almost C'est finished. la régie dissipée de tout à Donc l'heure. voilà, donc par exemple l'étain, c'est très difficile à recycler, c'est très difficile à substituer. Le nickel, on ne sait pas faire des aciers chromés, des aciers inox sans nickel. On ne sait pas faire l'argent, ça sert dans l'électronique parce que c'est un très bon conducteur. Le seul qui est mieux conducteur que l'argent, c'est l'or, donc c'est un peu difficile. Voilà, donc des choses comme ça, on verra. Merci beaucoup à tous les trois. Thank you very much. Merci d'être venus. Il faut les applaudir. Et